Un contentieux électoral qui finit devant la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale, une édition spéciale consacrée à deux destins, deux personnages, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'un a été président de la République de Côte d'Ivoire, l'autre son ministre de la Jeunesse et tous deux sont actuellement détenus à La Haye. Viol, meurtre, persécution et actes inhumains, voilà ce que leur est reproché. Comment se défend-on contre des charges aussi lourdes? Comment obtenir l'acquittement quand 92 000 pages d'éléments de preuves s'amoncellent contre soi? À ces questions, nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse au programme de cette émission. Donc, retour sur la journée d'audience de ce 28 février. Nous reviendrons également sur le parcours politique des deux hommes et sur chacune des charges retenues contre eux. Et pour cela, nous avons sur ce plateau des invités. Monsieur Toto Jérôme Baloubi, bonjour et bienvenue. Vous êtes enseignant-chercheur. Nous avons également avec nous sur ce plateau Samuel Genbock, notre éditorialiste. Samuel, merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'on revienne rapidement sur les faits. 30 novembre 2010, Bamba Yacouba, porte-parole de la Commission électorale indépendante, livre les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle ivoirienne. C'est la première étape d'une crise post-électorale qui ne prendra fin que le 11 avril 2011 avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, aujourd'hui détenu à La Haye. Comment expliquer qu'un simple contentieux électoral se finisse à la Cour pénale internationale, Samuel? Oui, c'est une longue histoire qui part des années 1999, une situation d'instabilité politique. Bien évidemment, ce ne sont pas les origines de cette crise qui ont conduit les deux protagonistes à la Cour pénale internationale. Mais c'est juste pour montrer que la Côte d'Ivoire vit une situation difficile depuis 1999 avec le coup d'État qui avait été perpétré. Et donc, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire est restée en crise. Simplement, après la situation post-coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections et Laurent Gbagbo a été élu. Il a dirigé le pays dans une situation d'instabilité où l'autorité de l'État n'était pas toujours évidente sur l'ensemble du territoire, avec beaucoup de remous dans certaines parties du territoire. Donc, face à cette situation, il a pu diriger le pays comme il a pu. Et donc, des élections ont été organisées en 2010. Et à la suite de ces élections, les résultats n'ont pas été acceptés par les deux candidats. Et beaucoup de mobilisations avaient été faites dans chaque camp pour pouvoir apporter une certaine légitimité aux résultats que chacun voudrait donner. Donc il y a eu une divergence d'appréciation dans la proclamation des résultats, notamment entre la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle qui avaient différemment proclamé des résultats, en chacun désignant un candidat élu à la présidentielle. Et donc c'est suite à ces violences post-électorales que les responsabilités ont été établies de la part de la Cour pénale internationale qui fait donc aujourd'hui ce procès. Alors, Monsieur Toto, Laurent Gbagbo avait demandé un recomptage des voix. Est-ce que c'était matériellement possible? Bien sûr, c'était matériellement possible. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, Samuel vient de le dire, en fait, Laurent Gbagbo a été élu en 2000 et il n'a jamais vraiment gouverné, puisque il n'a gouverné librement que pendant 18 mois seulement. Dès 2002, il y a eu un premier coup d'État. Et les auteurs de ce coup d'État, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Recompter les voix, mais c'était la meilleure solution. Laurent Gbagbo n'a rien dit d'autre. Et pourquoi cette demande n'a pas été acceptée? Justement, c'est ce que nous nous posons comme question. C'est pour cela que ce procès, nous pensons que c'est l'occasion de la manifestation de la vérité. Parce que en matière d'élection, c'est qui le juge réellement? Ce n'est pas la Commission électorale indépendante. C'est la Cour constitutionnelle dans tous les pays du monde entier, dans tous les pays démocratiques. C'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs d'une élection présidentielle. Ce n'est pas ce qui a été fait dans le cas de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, parce que justement c'est un homme de paix, il voulait le bien de tous les Ivoiriens, il a demandé simplement qu'on recompte les voix. Tout le monde a refusé cette solution et voilà. Et nous espérons en tout cas que ce sera l'occasion pour que la vérité soit manifeste. Parce que la question qu'on ne se pose pas, on dit la crise est partie du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Non.
Samuel, la certification des résultats a été confiée à l'ONU. C'était une première, alors que c'est une prérogative qui normalement revient au Conseil constitutionnel. Cette difficulté était prévisible. Comment expliquer qu'elle n'ait pas été anticipée ? Cette difficulté était prévisible, mais je pense que les acteurs en présence, que ce soit les institutions internationales au premier rang desquelles les Nations Unies, comptaient peut-être sur la bonne foi et avaient confiance au déroulement du processus. Parce qu'il faut quand même rappeler que jusqu'à la proclamation des résultats, la situation était relativement stable sur le déroulement du scrutin. Au niveau de la campagne présidentielle, tout a été parfaitement bien maîtrisé. Je pense que les deux candidats ont... tous les candidats d'abord en lice pour la présidentielle avaient battu campagne comme il le fallait dans des circonstances peut-être relativement stable, comme je le relevais il y a un instant, sur l'ensemble du territoire. Mais en tout état de cause, on peut observer qu'il y avait un processus qui était mis en cours et qui était relativement maîtrisé par les différents acteurs. Ça faisait consensus. Personne n'avait imaginé que les résultats pouvaient être contestés, même si il y avait cette hypothèse qui pouvait profiler à l'horizon. Simplement, on pensait, les uns et les autres pensaient à la bonne foi et à la grandeur des hommes politiques qui étaient en compétition. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire traduit à la fois l'échec de la CEDEAO et de l'Union africaine, qui ont toutes deux tenté des médiations sans véritable succès. Comment l'expliquer, Monsieur Toto ? Oui, j'en discutais tout à l'heure avant votre émission avec Samuel, mais c'est la question de la prise de conscience et de l'autorité des Africains qui gouvernent en réalité. Parce que cette crise, effectivement, on aurait pu la régler. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis 2002 jusqu'à avril 2011, que la crise a démarré, Laurent Gbagbo a sollicité toutes les organisations africaines. La CEDEAO est intervenue. Il y a eu beaucoup d'accords, d'ailleurs. Il y a eu en gros 7 ou 8 accords. Mais ça a commencé par l'accord de Lomé, où la CEDEAO avait pris des décisions. Mais ces décisions, au lieu de les appliquer, on ne l'a jamais fait. Sous la contrainte de la France, on s'est déporté finalement à Marcoussis. C'est seulement à Marcoussis que les Africains viennent s'entendre sur des problèmes africains. C'est vraiment dommage, mais c'est la limite de nos organisations. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou de l'inconscience, mais il faut que les Africains comprennent que gouverner un pays, c'est aussi ça, c'est avoir une vision, c'est trouver des solutions quand on peut les trouver de façon interne. Mais c'est parce que les Africains ont échoué dans cette tâche qu'on s'est retrouvé là où on se retrouve aujourd'hui. Vous partagez ce sentiment, Samuel ? Oui, je partage clairement ce sentiment. Je pense qu'il faut un peu de hauteur politique de la part des acteurs qui ont choisi de faire de cette activité une profession. Je pense encore une fois que quand on a choisi de faire la politique, il faut que l'on sache bien que ce jeu a des règles. Et ce jeu, non seulement a des règles, impose une certaine hauteur, impose une certaine responsabilité. Quand on veut diriger un pays, il y a l'homme politique, il y a l'homme politicien au départ, mais ensuite, il y a un homme d'État. Donc il faut pouvoir être en mesure de porter le costume présidentiel. Je pense que beaucoup de présidents sur le continent n'ont pas toujours eu la possibilité ou la volonté de le faire. Mais pour le cas dont on parle, je pense que, encore une fois, beaucoup de choses, jusqu'à la publication des résultats, beaucoup a été fait et le processus faisait l'unanimité. Les acteurs politiques qui étaient en lice étaient d'accord sur les principes et c'est la publication des résultats qui pose problème et l'acceptation de ces résultats qui a posé problème. Merci pour toutes ces précisions, Samuel. Même son de cloche, non coupable, le procès tant attendu de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé s'est donc ouvert ce 28 février à La Haye. Accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, les prévenus ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. Compte rendu de cette première journée d'audience avec Olivia Yéré-Dobré. Non coupable. C'est ce qu'ont plaidé Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à l'ouverture de leur procès conjoint. La première audience a débuté ce jeudi 28 janvier 2016 devant la chambre de première instance de la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse sont poursuivis pour leur rôle présumé lors des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. L'objectif de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est clair. Prouver que l'ex-président ivoirien a planifié et ordonné une série d'attaques
attaque meurtrière dans le but de se maintenir au pouvoir après l'élection présidentielle de 2010. Le procès a débuté par la lecture des charges portées à l'encontre des deux accusés. La Chambre conclut qu'il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Mama, en Côte d'Ivoire, est pénalement responsable des crimes contre l'humanité que constituent les meurtres, les viols, les autres actes inhumains ou la tentative de meurtre et la persécution commis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 16 et le 19 décembre 2010, pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendait au siège de la RTI. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation des femmes à Abobo. Le 17 mars 2011, par bombardement au mortier dans le secteur densément peuplé d'Abobo. Et le 12 avril 2011, ouvert cette date à Yopougon. Et ce, en vertu de l'article 25.3a du statut, pour avoir commis ces crimes conjointement avec des membres de son entourage immédiat et par l'intermédiaire des membres des forces pro-Gbagbo, ou en vertu de l'article 25.3b, ou en vertu de l'article 25.3d du statut, pour avoir contribué de toute autre manière à la commission de ces crimes. La Cour a retenu 4 chefs d'inculpation contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, tous relevant du crime contre l'humanité. Ce jeudi, les juges ont ainsi vérifié que les accusés ont compris la nature des charges à leur encontre. Les 2 premiers jours du procès, ces 28 et 29 janvier, sont consacrés aux déclarations liminaires de l'accusation, de la défense et de la représentante des victimes. Pour cette première audience, la défense a tenu à soulever le non-respect des obligations en matière de preuves. Dans ces conditions, l'on ne peut que constater le non-respect de ces obligations en matière d'enquête du procureur. Et il est à craindre que le procès ne s'engage sur la base d'éléments parcellaires et incomplets qui ne permettront pas au juge de se prononcer en connaissance de cause. Deuxièmement, non seulement l'enquête du procureur est déficiente, mais son dossier montre bien qu'il n'a pas respecté l'obligation d'enquêter tant à charge qu'à décharge. Que constate-t-on à la lecture du mémoire préliminaire? Que le procureur a sciemment ignoré les éléments de preuve qui pourraient constituer des éléments à décharge. Cette attitude du procureur est d'autant plus regrettable que la défense avait apporté de nombreux éléments dès l'audience de confirmation des charges, mettant en cause le narratif du procureur. Pendant plus d'1 an, les enquêteurs de la CPI ont examiné près de 22 000 pages de preuves et les déclarations de 108 témoins. Lundi 1er février marquera le début de l'audition des premiers témoins. Suivra ensuite la première partie du procès consacrée à l'accusation. La procureure Fatou Bensouda a demandé au moins 522 heures d'audience pour présenter près de 5 300 éléments de preuve. Monsieur Toto, les avocats de Laurent Gbagbo avaient évoqué le syndrome de stress post-traumatique pour éviter la participation de leurs clients à ce procès, mais au vu des images de ce jeudi, il semble physiquement bien portant. Apparemment, il est bien portant et il est en possession de toutes ses facultés. Et je pense que l'occasion est belle pour qu'il s'exprime aussi. Un des temps forts de la journée a été la déclaration de l'ouverture de l'accusation. L'accusation qui s'est pour la première fois penchée non seulement sur les 5 mois de la crise, mais aussi sur ses racines. La procureure Fatou Bensouda a estimé que le plan de Laurent Gbagbo pour rester coûte que coûte sur son fauteuil présidentiel avait été fomenté alors qu'il était encore au pouvoir. Que pensez-vous de ces déclarations, Jérôme? Oui, cette déclaration, pour moi, repose la question de pourquoi la crise est arrivée. Parce qu'on entend dire que la crise est partie du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Mais il n'y a pas de refus de la part de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite, d'autant plus que, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a une institution qui est juge des élections. Et cette institution, c'est la Cour constitutionnelle. Voilà, donc M. Laurent Gbagbo a respecté, comme il a rappelé lui-même, la constitution de son pays. C'est la Cour constitutionnelle qui dit qui est élu ou qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. Tout à l'heure, vous parliez de la certification. En fait, la certification vient après l'intervention de la Cour constitutionnelle. Au premier tour, d'ailleurs, il n'y a pas eu de problème. Samuel l'a rappelé. Il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que la commission électorale a donné les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. C'est ensuite
que le certificateur a certifié. Mais au deuxième tour, ça s'est passé tout autrement. Au deuxième tour, la commission électorale, d'abord, n'a pas donné les résultats, puisqu'elle était hors délai, elle n'a pas donné les résultats. Donc la Cour constitutionnelle s'est saisie, puisque le délai était passé, la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. Et c'est après qu'on a vu le président de la CEI, M. Youssouf Bakayoko, tout seul, alors que contrairement au premier tour, il devait être entouré des membres de sa commission, il allait tout seul, mais plus grave, au siège d'un des candidats. Et ça, personne n'en parle, ça ne choque personne. Qu'on ait donné des résultats des élections présidentielles dans le quartier général d'un des candidats. Ça ne s'est vu nulle part, personne ne réagit là-dessus. Donc, la procureure parle justement sur des fausses bases. Nous, le présupposé, c'est ça. C'est-à-dire, la crise est partie d'où? Ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite ou autre chose. La crise est partie du fait qu'un camp a respecté la constitution du pays, c'est-à-dire le camp de Laurent Gbagbo, alors que dans l'autre camp, ça n'a pas été le cas. Voilà l'origine de la crise, à mon avis. La crise post-électorale, en tout cas. Je voudrais savoir votre point de vue sur cette question. Je pense que c'est une question qui est très sensible. Il faut être très prudent. Moi, en tout cas, je vais essayer d'être très prudent parce que c'est une question extrêmement délicate et que les uns et les autres suivent avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion sur le continent et ailleurs. Je crois que si on doit revenir sur le processus de proclamation des résultats, il y a un code électoral, il y a des lois électorales, il y a la Constitution qui organise ces processus. Je pense que si il est indiqué que la Commission électorale nationale indépendante doit proclamer des résultats provisoires, il y a un délai constitutionnel et bien réglementé qui permet que, une fois les résultats transmis à la Cour constitutionnelle, que celle-ci puisse maintenant faire la validation de ces résultats ou non, au regard des irrégularités qui peuvent être retenues et au regard des remarques ou des recours qui peuvent être formulés par les différentes parties prenantes. Je pense que quand on observe très bien le processus finalement, peut-être que mes souvenirs ne sont pas exacts et je me ferai volontiers accepter des précisions si je me trompe, mais je crois que ce processus n'a pas été respecté. Les résultats ont été proclamés sans toutefois respecter l'ordre qui est établi dans le processus de proclamation des résultats et je pense que c'est un des vices, un des dysfonctionnements qui a sérieusement contribué à envenimer la situation. Pour revenir à l'audience de ce jeudi, l'un des avocats de M. Gbagbo a accusé le procureur de parti pris. Cette stratégie de défense était un moyen, quelque part, de contester la légitimité de ce procès, Jérôme. Bon, au risque de me répéter, c'est une question totalement judiciaire, juridique. Ce que je veux retenir simplement, c'est que si on en revient simplement aux enquêtes que la procureure a menées, bon, ça laisse penser qu'il y a un parti pris, parce que quand vous faites une enquête, c'est à charge, mais c'est aussi à décharge. Parce qu'on parle de victimes, mais on a l'impression que les victimes sont dans un seul camp. Alors que, comme on l'a dit, la procureure elle-même le reconnaît. Il y a des victimes dans les deux camps. Elle a affirmé d'ailleurs lors de ce jeudi que des poursuites contre l'autre camp n'étaient pas exclues et que les enquêtes se poursuivaient. Cela fait 5 ans qu'on fait des enquêtes dans un seul camp. Mais on est dans le même pays. Quand Mme Bensouda enquête à Abobo, mais à Abobo, il n'y a pas que des pro-Ouattara. À Abobo, il y a toutes les composantes de la population ivoirienne. D'ailleurs, Abobo, contrairement à ce qu'on nous fait croire, Abobo n'est pas un quartier dédié aux partisans de Ouattara. Abobo, c'est un quartier, chez nous, c'est un village d'abord du sud, un village ébrié. Donc les originaires du quartier, c'est d'abord des ébriés, ce ne sont pas les Dioula comme on le fait croire. Et puis, pendant que Mme Bensouda enquête en Côte d'Ivoire, mais il y a eu des morts à Dieucoué, tout le monde l'a vu. Mais personne n'en parle non plus. Alors, on ne va pas finir le procès de Gbagbo alors que c'est des protagonistes de la même crise. Pourquoi on s'acharne sur un camp? Ce qu'on demande, c'est justement que cette cour soit équitable, qu'elle fasse le travail dans les deux camps, parce que dans les deux camps, il y a certainement des dégâts dans les deux camps. Alors, le statut de Rome
prévoit des procès séquencés. Samuel, on peut donc imaginer qu'il y aura des poursuites contre l'autre camp. Ce n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu, mais tout dépendra aussi de la volonté politique du gouvernement. Encore une fois, la Cour pénale internationale ne peut se saisir d'une affaire que si une demande est régulièrement formulée par l'État qui a signé le traité de Rome. S'il y a volonté politique et si l'État ivoirien estime que les institutions judiciaires du pays ne sont pas à même de faire ce travail, alors peut-être qu'ils vont adresser une demande auprès de la CPI comme ils l'ont fait pour que Laurent Gbagbo soit conduit là-bas. Rappelons quand même que si Laurent Gbagbo est là-bas, ce n'est pas la Cour pénale internationale qui décide toute seule d'aller prendre Laurent Gbagbo. C'est l'État ivoirien qui a formulé cette demande au regard des accords, au regard des principes qui sont contenus dans le traité de Rome. Donc tout dépendra de la volonté politique ivoirienne, tout dépendra aussi du pas et de la responsabilité des acteurs politiques et des protagonistes concernés dans cette crise pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que des pas soient franchis de part et d'autre et qu'il y ait beaucoup plus de responsabilité pour ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent les affaires. De volonté gouvernementale, justement, le président Alassane Ouattara a mis sur pied une commission d'enquête qui a déjà inculpé 5 officiers pro-Ouattara. C'est donc en contradiction à ce que vous disiez, Monsieur Toton. Ah non, pas du tout. Laissez-moi rire un peu par rapport à cette commission. Mais avant cette commission, il y a eu une première commission qui a été dirigée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. Il a rendu ses conclusions. Et jusque-là, on attend qu'on publie ses conclusions. Mais créer une autre commission d'enquête, on a inculpé qui? Ceux qui sont au pouvoir, qui ont été promus, des gens qui sont reconnus pour avoir tué, pour avoir ensanglanté la Côte d'Ivoire, qui sont promus à des grades très élevés dans l'armée ivoirienne. Non, moi, ça me fait rire parce que pour moi, c'est un coup de pied dans l'eau, simplement. C'est pour peut-être faire plaisir à certaines personnes, mais sinon, nous attendons qu'ils soient véritablement inculpés. Et puis, qui inculpe? Le ministère de la Justice était dirigé jusqu'alors par quelqu'un qui était dans la rébellion. Vous voulez que cette personne-là accuse leur propre camp? Ce n'est pas possible. Voilà, la réalité, c'est que M. Ouattara n'a pas envie d'amener ses partisans, ceux qui l'ont porté au pouvoir, devant la justice. C'est pour cela que nous parlons d'impartialité de la CPI. C'est-à-dire, si la CPI poursuit un camp, il doit poursuivre l'autre camp aussi. Elle doit poursuivre l'autre camp aussi. Donc, c'est ce que nous attendons. Ça, on ne peut pas toutefois remettre en question la volonté du président Ouattara, qui en ce moment poursuit des enquêtes et qui n'a pas hésité justement à inculper des officiers de son camp. Ils ont été inculpés concrètement, ça veut dire quoi? Oui, vous savez, nous savons ce qui se passe sur le terrain réellement. C'est comme la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, alors que un seul camp, les partisans d'un seul camp sont en prison, vous pensez que c'est la réconciliation aussi? S'il y avait des partisans de Ouattara, je dis depuis 5 ans, c'est maintenant qu'on mène des enquêtes sur les partisans de Ouattara. Bon, nous attendons de voir. Voilà. Pour revenir au procès et à l'audience de ce jeudi, Samuel, quelle lecture avez-vous fait de la stratégie de la défense ce jeudi? Je pense que c'est une stratégie qui est classique dans de tels procès. C'est-à-dire que la défense essaie de décrédibiliser les éléments de preuve qui sont portés par l'accusation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les 2 protagonistes ont plaidé non coupables. Et je pense que par la suite, ils vont essayer de démonter point par point tous les éléments de charge, tous les éléments de preuve présentés par l'accusation. Je pense que c'est une règle classique pour la défense et je ne pense pas que ce sera une défense tout à fait particulière. Tout dépendra de la capacité et l'habilité des avocats à pouvoir démonter ces éléments de preuve. Dans cette stratégie, est-ce qu'on peut imaginer que les avocats de M. Gbagbo essaient de prouver qu'il a effectivement gagné les élections, par exemple? M. Baloubi. Oui, bien sûr. Moi, je prends une petite phrase du président Gbagbo lui-même, c'est-à-dire que comment on peut imaginer que quelqu'un qui a gagné des élections provoque quand même la guerre?
Bon, ça, c'est une question qu'on se pose et j'espère. Et justement, ce procès-là, quand nous parlons d'équité, de justice, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en réalité, puisque tout ce qui est arrivé à cause d'une élection, ça veut dire que, je l'espère, qu'on aura l'occasion de savoir qui a réellement gagné les élections. Il y a certainement des documents. C'est ce que nous espérons, qu'on nous dise réellement qui a gagné les élections. À partir de cet instant-là, je pense que la suite des événements peut s'expliquer, peut se comprendre. On l'espère. Hein. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, comme je l'ai dit. Je pense que les avocats ont les arguments nécessaires pour le démontrer. Alors, viol, meurtre, persécution et actes inhumains, ce sont les 4 charges de crimes contre l'humanité retenues contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Commençons par la première incrimination. Dans quelles conditions Laurent Gbagbo a-t-il pu se rendre coupable d'une telle incrimination en parlant de viol, Samuel ? Il est difficile à établir. Je pense que tout dépendra des éléments, les éléments de preuve que va présenter l'accusation. Je pense que pour le moment, n'étant pas impliqué dans la gestion de ce procès, j'aurais du mal à pouvoir établir la responsabilité de Laurent Gbagbo. Tout cela reste, il est encore jusque-là présupposé innocent. Donc, je ne pense pas que le procès est déjà arrivé à son terme pour que ces éléments soient établis. Tout dépendra de comment la défense va se comporter, comment les avocats vont décrédibiliser ces éléments de preuve, comment ils vont les démonter, comment ils vont montrer que ce n'est pas du tout pertinent. Et après, il reviendra au juge d'apprécier les éléments de réponse de la défense et d'apprécier aussi finalement les éléments présentés par l'accusation. C'est un procès qui se veut équitable et attendons de voir. Simplement, il sera long et il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas encore, qui seront remis à la place publique et tout le monde aura peut-être l'occasion d'apprécier qui a finalement fait quoi. Alors l'enjeu, M. Baloubi, sera également probablement d'établir la chaîne de commandement. La procureure va tenter de prouver qu'il y a eu un plan commun entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans les crimes qui ont été commis. Vous pensez que ça peut être un moyen de déstabilisation pour la défense ? Bien, écoutez, nous attendons pour voir. En réalité, jusque-là, c'est juste une énumération. Et donc, maintenant, l'accusation a la charge de démontrer ces éléments-là, de démontrer surtout ce plan qui a été concocté, parce que quand on dit viol, je ne pense pas que ce soit Laurent Gbagbo ou Blé Goudé qui est violé directement, enfin, dans la présentation des faits. Donc, nous attendons, comme Samuel l'a dit, que l'accusation expose les faits. Pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments pour vraiment apprécier. A certainement les yeux rivés en ce moment sur la haie où l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent répondre de 4 chefs d'accusation. Un procès inédit que nous vous invitons à suivre tout de suite. C'est en direct de la Cour pénale internationale. J'aimerais vous parler en quelques termes de la radio-télévision ivoirienne ou de la RTI comme elle est connue, et c'est ainsi que nous l'appellerons en l'espèce, la RTI. La RTI était la principale antenne de diffusion de la Côte d'Ivoire. Elle était contrôlée par M. Gbagbo et avait une importance stratégique essentielle pour son régime. Car à partir de l'ascension de M. Gbagbo au pouvoir jusqu'à son arrestation, M. Gbagbo, M. Blé Goudé et les autres membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo ont eu recours à la RTI pour diffuser leurs messages. La RTI était le vecteur principal par le truchement duquel M. Blé Goudé a mobilisé les jeunes, a annoncé ses ordres et a donné ses consignes aux jeunes. Le camp Ouattara était bien entendu parfaitement conscient du rôle joué par la RTI dans le soutien qu'il apportait au régime de M. Gbagbo, ce qui fait que le nouveau Premier ministre nommé par M. Ouattara, M. Guillaume Soro, a annoncé le 13 décembre 2010 que le gouvernement de M. Ouattara allait se rendre dans les locaux de la RTI à Cocody, et ce afin d'y installer un nouveau directeur. Cela devait se passer le 16 décembre. Alors nous allons maintenant vous montrer des clichés
Et comme vous pouvez le constater, vous voyez où se trouve la RTI sur le cliché que je vous présente. Comme je vous l'ai dit, la RTI se situait dans la commune de Cocody. Le 14 décembre 2010, le gouvernement de M. Ouattara a demandé à ses sympathisants de manifester, et ce de façon pacifique, et de se rendre vers la RTI le 16 décembre. Le régime de M. Gbagbo a réagi. Comme suit: premièrement, des éléments des FDS ont encerclé un blocus, c'est là que se trouvait le gouvernement de M. Ouattara. Deuxièmement, ce même après-midi, M. Blé-Goudé a présidé une réunion des dirigeants de la jeunesse à l'hôtel de ville à Cocody, conjointement avec d'autres dirigeants de jeunes. Voilà le message qu'ils ont prononcé. Empêcher les manifestants d'atteindre la RTI. Leur objectif consistait à mobiliser les jeunes patriotes et les utiliser pour entraver la manifestation et la marche vers la RTI avec les militaires. Troisièmement, ce même soir, la RTI a diffusé, lors de son bulletin d'information de 20h, un entretien avec M. Blé-Goudé qui a déclaré qu'il resterait actif dans son rôle de général de la rue. Il a dit qu'il allait diriger la jeunesse, les actes de la jeunesse, si jamais le pays venait à être menacé, et je vais le citer en français. Vous n'avez pas perdu votre général, je suis général à 100% et puis 100% ministre. Ça veut dire clairement que je travaille à donner de l'emploi aux jeunes, mais en même temps, quand j'aurai le sentiment que mon pays est menacé, qu'on veut déstabiliser mon pays, j'enlève ce costume, je mets ma casquette noire et j'oriente les choses. Que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Fourth, the following day. Quatrièmement, le jour suivant, le 15 décembre 2010, le porte-parole des FDS a condamné cette marche, et ce, lors du bulletin d'information de la RTI à 13h. Et voilà ce qu'il dit. Ces marches à relents d'action de force, donc de troubles graves à l'ordre public, n'ont pour unique finalité que d'opposer d'innocentes populations aux forces régulières de maintien de l'ordre et espérer obliger les forces de défense et de sécurité à un affrontement avec les Ivoiriens. He also warned that, and I... a également mis en garde, et je cite, et de sécurité de Côte d'Ivoire tiennent M. Choi pour responsable des conséquences imprévisibles qui pourraient résulter de ces actions projetées. And so the FDS... Donc, le message des FDS est une menace voilée et est une justification planifiée pour les actes violents et les crimes commis contre les manifestants civils pacifiques le 16 décembre. Ils l'ont fait cela même avant que la marche ne commence. Cet acte de dénégation s'inscrivait d'ores et déjà dans le plan commun. Cinquièmement, l'après-midi du 15 décembre, M. Blé-Goudé prononce un discours à Trècheville. Et il répète le même message agressif contre les pro-Ouattara et contre l'ONUCI. Et je cite à nouveau. De route qui a été donnée à l'ONUCI, qui a été donnée à la force Licorne, qui a été donnée à Guillaume Soro, était très claire. Enlevez M. Gbagbo. Je vous informe, M. Choi et l'ONU et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. And he added, l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force belligérante et qu'elle est une force d'occupation. C'est Choi qui organise la rébellion. C'est lui qui donne les idées à la rébellion. Donc Choi est considéré désormais comme un « and your honors » de... Et messieurs les juges, la foule lui répond à l'unisson et dit « rebelle ». Alors,
Vous avez donc ces formules menaçantes, ces formules qui ne peuvent avoir qu'un objectif, à savoir inspirer la violence. Monsieur Blé Goudet a essayé de s'absoudre de la responsabilité pour la violence qui s'est ensuivie en disant qu'il allait déloger Soro et Ouattara à main nue. Et il montre ses mains vides à l'intention de la foule, ce faisant galvanisant les groupes de jeunes comme il l'avait fait entre 2003 et 2006. Madame, Messieurs les juges, à main nue, qu'entendait Monsieur Blé Goudet? Il entendait sans l'utilisation, sans avoir recours aux armes. Mais ce sont des propos qui étaient calculés et dénués de sens, au vu de ce qu'il a également dit. Parce qu'il a également dit... Nous reviendrons en fait plus tard lors de cette intervention sur ce message de ce combat à main nue, ainsi que pendant le procès. Et puis en dernier lieu, le soir du 15 décembre, M. Gbagbo rencontre le chef d'état-major de l'armée, M. Philippe Mangou, le chef de la gendarmerie, M. Kassaraté, et le chef de la police, M. Mbiya. Mesdames, Messieurs les juges, ces efforts coordonnés de la part de messieurs Gbagbo, Blé Goudet et de l'entourage immédiat de monsieur Gbagbo ont abouti à la commission des crimes qui sont reprochés, et ce eu égard au premier événement du 16 décembre. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre édition spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudet à la Cour pénale internationale. À tout de suite.